Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous montre deux livres à l'écran. Celui-ci, de Roland Ross, Sortir de l'hypnose numérique. Voilà, voilà. Et celui-là, de Roberto Casati, Contre le colonialisme numérique. Manifeste pour continuer à lire. Vous avez compris tout de suite que ce sont deux ouvrages extrêmement critiques et extrêmement sévères contre la culture numérique, qui déjà montre des signes, j'allais dire des signes inquiétants, mais on voit bien que nous sommes espionnés de toutes parts. Et lorsque je lis sous la plume de Julian Assange que la seule façon de trouver de la liberté, ce n'est que par le virtuel, en fabriquant soi-même ses propres logiciels qui, euh, qui permettront d'échapper à la surveillance généralisée. Je me dis que c'est bien là une triste liberté à laquelle on nous destine. Peut-être aussi une part de dépit dans mon cas, car je me sais incapable de fabriquer ce langage qui me permettrait d'échapper au grand œil inquisitorial. Est-ce que ça se dit, ça? En tout cas, je l'ai dit. Alors, je vais vous lire un ou deux petits passages de Roland Ross. Je rappellerai ici, simplement pour ceux qui ne le savent pas, que les enfants des principaux dirigeants de Google vont à l'école, une école qu'ont créée, ces dirigeants-là, une école où il n'y a pas d'ordinateur, où les enfants apprennent à lire et à écrire et à compter et à réfléchir sans le support des machines. Ça vous donne un peu l'idée de qu'est-ce qu'ils pensent au fond. Il y aura une sorte d'élite qui est déjà en place, qui va diriger le vecteur numérique tout en s'appuyant sur la culture ancienne, classique, qui est le papier. Ouais. Alors oui, le papier a de beaux jours devant lui, mais visiblement seulement pour une petite élite triée sur le volet qui dirigera nos destinées numériques. N'est-ce pas là une image plutôt inquiétante? Ces enfants-là pourront lire Dante tout en ayant la possibilité de fabriquer leur propre logiciel. Les mutants. Mais moi, je ne suis pas un mutant, j'appartiens au monde ancien. Et vous l'avez compris déjà, mes, euh, mes vidéos sont une défense de la bibliothèque personnelle comme lieu d'espace privé, comme lieu d'espace de liberté. Ce qui n'empêche pas, au contraire, le combat politique. Une sorte d'alternance. Alors, l'avant-propos, le titre est magnifique, hein, n'est-ce pas? L'avant-propos, c'est la bibliophilie est un sport de combat. Oh que oui! La bibliophilie est un sport de combat. Alors, je voulais un ou deux passages, tirer un passage. Je vais vous montrer un petit peu qui est Roland Ross. Depuis 5 ans, il s'est engagé dans une lutte incessante contre Amazon, Google et YouTube pour défendre les vrais livres, la liberté réelle des auteurs, des éditeurs et l'indépendance des universités. D'une façon générale, il ne supporte aucune domination abusive. Il est convaincu que les libertés sont toujours menacées et qu'il faut les défendre pied à pied, chacun à son poste. Il est pragmatique. En mars 2009, il a lancé une pétition, le Heidelberger oui, appel, pour inviter les autorités politiques allemandes, nationales et régionales à défendre le copyright contre l'open access. Il dénonce le piratage international organisé par
Google Books et YouTube. Il n'a pas hésité à porter plainte devant le procureur de Munich avec son intrépide éditeur, K.D. Wolf, contre Amazon et AB Books. Ils ont été déboutés. C'est dans ce contexte brûlant qu'il faut lire son petit livre « Sortir de l'hypnose numérique ». Ce texte fourmille d'inventions verbales, et notamment dans les 7 textes numérotés par des lettres grecques, de choses vues et entendues. C'est aussi un document précieux sur l'Allemagne contemporaine, mais cela n'a rien d'un reportage. C'est un recueil philosophico-poétique, ou bien l'inverse, qui fait penser au Minima Mordia d'Adorno, composé de textes qui ne sont pas tout à fait des aphorismes, mais plutôt, comme Roland Ross préfère les appeler, des réflexions, des petites formes très ciselées, très contemporaines. Elles entretiennent des harmoniques, elles résonnent de toute la tradition philosophique, depuis les pré-socratiques jusqu'à Nietzsche et Adorno. Leur musique excite l'imagination affective et mise sur la réflexion critique du lecteur. Ce petit livre précieux a été conçu comme un livre de poche au sens propre, pouvant servir de bréviaire, de manuel. Il nous dit aussi plus loin qu'il y a une haine généralisée qui se développe contre le livre, contre la figure du lecteur également, qui est perçu comme une sorte de réfractaire qui ne participe pas à la marche enchantée du numérique, comme une espèce de dinosaure qui ne veut pas mourir, mais qui encore se défend. Je vais ouvrir un autre petit passage. Aujourd'hui, plus un parti se prétend de gauche, moins il paraît attentif à toutes ces questions. Quelqu'un qui est livré sans protection à la toile aura sans doute déjà du mal à suivre les modifications successives de l'article Marx dans Wikipédia. Alors cela ne sert pas à grand-chose que le capital soit partout en accès gratuit, online, pour l'étudier, pour le comprendre. Il faudrait avoir d'autres aptitudes que celles que l'on stimule actuellement. Stocké dans un volume ou dans le nuage, il reste sans définition, sans sens, aussi incompris et incompréhensible que le délirant Number 9 enregistré en 1968. Alors, je vous lis ici. Le tapin des marques. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes apprennent très tôt à faire leur propre promotion. Certes, il y a toujours eu des jeux de rôle, comme on le sait. Ils sont même importants pour le développement des enfants. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des rôles que prennent les kids. Ils se présentent, véritables sauts qualitatifs, comme des marques visibles dans le monde entier. Et la notion même de marque signifie toujours à vendre. Un simple account sur Facebook fournit déjà largement l'occasion de donner de soi ce genre d'image fabriquée et de se livrer à un premier dédoublement pour se conformer au marché. On s'exerce collectivement à l'art de se vendre comme un produit. On s'expose comme on aimerait que les autres vous voient. On se met en vente comme une chose. On veut que d'autres, les amis, vous achètent ceci soi-même comme une marque commercialisée, déposée sur la toile. Ici, la pornographie est déjà programmée. Le sujet tronqué qui en résulte prend si parfaitement une forme de marchandise, et tel un lemming, il est en même temps si heureux de pouvoir enfin se présenter comme une marque
qu'il faut ici parler d'un phénomène pathologique. Si le domaine où tout cela se déroule a reçu la charmante appellation de réseaux sociaux, et avec succès, c'est indéniable, cela montre simplement quelle image corrompue d'elle-même les sociétés peuvent développer et quel niveau l'absence de conscience a aujourd'hui atteint collectivement. Alors, il nous dit également que les universitaires se livrent au même, à la même, aux mêmes stratégies d'autopromotion et que l'université elle-même est devenue entrepreneuriale. Hein? Oh, j'ai réussi à le dire correctement. Alors voilà, un livre extrêmement intéressant. C'est un petit livre, court, à mon sens indispensable. Un autre viatique, un autre pour comprendre. Je peux ici vous confesser mon propre rapport au numérique puisque vous êtes là à m'écouter et puisque je suis également là à m'exprimer. Mon ordinateur est ouvert 3 heures par jour. Tôt le matin, eh bien, j'y lis mes nouvelles, je lis le Monde. Je lis également le Nouvel Observateur. Et lorsque mes amis Facebook partagent des observations ou des textes venant d'eux, je les lis avec attention. Tandis que toutes les photos, les images avec des devises, j'allais dire des slogans, ça ressemble à ça. Les slogans de soi-même, quoi. Bah, je les fais dérouler rapidement. Parfois, il m'arrive d'écouter les musiques que vous postez aussi. Ça, c'est une autre chose, les musiques. Alors oui, c'est un grand, grand bazar. C'est un grand fourre-tout. Donc, 3 heures par jour. Le reste du temps, je suis dans la réalité. Et je consacre à la lecture 3 heures par jour, parfois plus, parfois un tout petit peu moins, mais autour de 3 heures par jour, ainsi que 2 heures d'écriture à la main. J'écris à la main encore. Je ne sais pas taper. Ouais. Mais je me dis, c'est pas si grave parce que plus le nombre de gens qui sait faire une chose est élevé, moins ça a de l'importance pour moi que je sache faire cette chose-là. Alors moi, je me rabats sur ce que la majorité des gens dédaignent, c'est-à-dire me mettre à l'écart et de lire. Alors oui, j'aurais aimé vous trouver le passage où il parle de la détestation des lecteurs. Ah, ben, attendez, le dernier passage. Un bruissement sans fin, une haine sans fin, un flot de paroles sans fin. Et là derrière, du désarroi, du découragement, de l'impuissance, de la sidération. Si l'on s'intéresse au débat sur le droit d'auteur, qui fut suivi comme cela s'imposait presque d'un débat sur la notion d'auteur, on va devoir prendre un peu de recul. Ce pas en arrière permettra de mieux comprendre dans quel contexte ce conflit s'est développé. Son horizon est une absence d'esprit, Geist, l'expression n'étant pas seulement comprise comme un défaut humain qu'on pourrait supprimer, auquel on pourrait remédier par un effort intellectuel, par de la culture ou ce genre de choses. L'absence d'esprit, signature de l'époque. Que dans ce contexte général, la qualité d'auteur apparaisse comme problématique est presque inévitable. Qui peut encore s'offrir le luxe de croire que des individus originaux puissent apporter de la nouveauté
dans le monde. Alors faites comme tout le monde, soyez original. Je vous remercie d'être avec moi. Je rajoute aussi que ce qui mérite d'être lu rapidement, au fond, ne mérite pas d'être lu. La lecture est une activité lente, c'est une activité quasi réactionnaire, car l'on se met délibérément en marge. Mais quant à moi, je ne pourrais pas continuer à vivre dans ce désert de la réalité sans mes précieux bréviaires. Portez-vous bien, bonne journée, c'est la suite. N'oubliez pas, le fantôme de la machine, le fantôme de la Matrix, c'est moi. J'envie un peu cet écrivain français, Pascal Quignard, qui fait l'apologie de la disparition. J'aimerais bien également disparaître. Mais lui, il me fait penser à un petit enfant qui se cache derrière une commode, qui dit « personne ne me voit », mais en réalité, tout le monde le voit. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment disparaître, sans laisser aucune trace. Mais dans la prison générale, dans la prison où tout le monde est surveillé, cela semble impossible. Ce n'est que par la mort. Peace. Rest in peace.